Ouais, super, on est live. Bonjour à tous, bonjour Thomas, bonjour la salle. Faites-nous un petit coucou dans le chat. Bonjour à Nicolas, Philippe et Eric. On attend encore Hervé et Alain, mais qui vont sûrement nous rejoindre en cours de route. C'est les aléas du direct. Je vous laisse vous présenter. Alors cette fois-ci, on avait réussi à avoir respecté la parité jusque-là. Avoir des femmes dans l'ensemble de nos tables rondes et même dans une table ronde, avoir plus de femmes que d'hommes, là, on s'est complètement planté. Nous n'avons que des hommes sur la vente. Pas bien du tout. Nicolas, je te laisse te présenter. Ouais, du coup, moi, c'est Nicolas Lunière. Je suis un des fondateurs d'une entreprise qui s'appelle Sales Odyssey. Notre cheval de bataille, c'est le développement commercial et le marketing, et notamment mettre un petit peu de bon sens et d'alignement entre ces deux fonctions-là. Et j'ai eu le plaisir d'avoir été invité par Gabriel, avec qui on échange beaucoup sur les techniques de vente depuis quelques temps, et j'ai aussi eu le plaisir de découvrir l'acquisition stratégie design dont on s'inspire beaucoup pour faire avancer nos propres projets. Philippe. Bonjour, Philippe de Liège. Je suis un social seller, donc je travaille pour promouvoir la marque Estocada. Et que fait Estocada? On est ghostwriter pour les patrons sur les réseaux sociaux, donc on est leur plume. Et donc j'ai participé dans une petite mesure au peaufinage de la partie vente sur le sujet, sur le nouveau livre qui est sorti aujourd'hui. Le voilà, je le rappelle. Voilà. Acquisition Strategy Design. Plan marketing nouvelle génération. Je n'ai pas encore reçu, mais je l'ai lu. On a des soucis avec Hervé qui est rentré pour repartir. À toi, Eric. Oui, donc bonjour à toutes et bonjour à tous. En tout cas, je suis un peu comme Nicolas. Donc moi, j'ai créé ma société il y a plusieurs années maintenant pour donc accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques commerciales. On a des soucis avec Hervé qui est rentré pour repartir. À toi, Eric. Ouais, et donc formation, accompagnement coaching commercial, et dans l'aventure acquisition stratégique il y a depuis le mois de mars dernier. Donc accompagner les entreprises dans toutes leurs problématiques commerciales. Et avec Hervé qui est rentré pour repartir. Ouais. Bon, j'ai éjecté Hervé pour que. Ouais, j'avais un magnifique écho. Hein, je m'entendais parler. C'est une très belle expérience. Ouais, tout à fait génial. Salut Alain. Bonjour. On va laisser Eric finir sa présentation après l'écho. Ouais, ce que je disais, c'est que j'ai rejoint et je t'en remercie Gabriel, l'aventure de l'acquisition stratégie design depuis le mois de mars, au moment où tu l'as initié sur LinkedIn avec tes premiers webinaires. Et c'est vraiment un grand plaisir et un privilège d'avoir pu contribuer très modestement au livre, mais en tout cas vraiment de pouvoir découvrir, et maintenant aujourd'hui de pouvoir faire découvrir cette méthodologie, et puis voilà, c'est peut-être un des points ultimes, mais c'est ce webinaire ensemble pour cet après-midi. Alain. Je me présente, c'est ça? Parce que j'ai loupé le début, pardon. Ok. Donc bonjour, merci. Alain Mulleris, donc de Vitamine V. Comment me présenter? Moi, je suis un pur vendeur, donc au moins c'est dit comme ça. Les présentations sont faites. Au sein de Vitamine V, moi j'ai deux activités. Je fais du coaching commercial, c'est-à-dire que j'aide des managers, des dirigeants à développer leur activité, leur entreprise. Et j'ai une deuxième activité où je fais des formations commerciales. Le but de mes deux activités n'ont qu'un seul but, c'est qu'il y ait des déclics et que les gens changent. En tout cas, mes clients changent leurs comportements commerciaux et puis développent bien évidemment leur boîte et leur activité. Super. On va parler de la vente et de la place de la vente dans le parcours d'achat et comment la vente évolue aussi avec le digital. Avant tout ça, je vous propose de voir deux vidéos qui, pour ceux qui étaient déjà là, vous les avez déjà vues. À tous, je vous demande de couper le micro pendant les vidéos. La première présente la méthodo
La deuxième va présenter la cartographie de l'acquisition, la place de la vente dans cette cartographie, et ça nous permettra d'introduire le débat. À tout de suite. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing. La dernière vidéo, la première vente de la vente, la deuxième va présenter le débat à la place de la vente dans cette cartographie, et ça nous permettra d'introduire le débat. Ses actions Qu'est-ce qui se passe? Là, on a Webinaire Jam qui... Ah, c'est le retour d'Hervé qui nous... Hervé, je pense qu'on va devoir arrêter. T'as un truc qui marche pas, tu nous crées un écho incroyable. Ah, c'est pas... Non, Hervé, ça va pas être possible. Je pense que c'est toi qui as créé l'écho. Je suis obligé, enfin, soit tu restes en mute comme ça, mais tu vas pas pouvoir intervenir tant que cette histoire d'écho n'est pas réglée. Je vais relancer la vidéo et en espérant ne pas avoir de nouveau ce magnifique effet d'écho. À tout de suite. C'est pas ça la sélection naturelle, hein. Parce qu'il n'existait pas de méthode simple et structurée pour construire son plan marketing, et encore moins pour coordonner l'ensemble de sa stratégie d'acquisition en incluant aussi les ventes et la communication, nous avons inventé l'acquisition stratégie design. Une approche systémique centrée sur l'évolution du client tout au long de son parcours d'achat qui permet d'améliorer le ciblage et la compréhension client, d'organiser et d'aligner ses équipes marketing, communication et vente, de définir et de prioriser ses actions et ses investissements d'acquisition client. La méthode acquisition stratégie design plan marketing nouvelle génération se déroule en 4 étapes. 1. Avec le canevas d'acquisition, vous vous posez les bonnes questions pour vous mettre à la place de votre client. 2. À partir des réponses aux questions formalisées de façon détaillée, les étapes de maturité du client, avec les actions qu'il réalise pour franchir ces étapes et les émotions qu'il ressent tout au long du parcours. 3. Une fois ce travail réalisé, identifiez les bons canaux pour toucher le client en fonction de chacune de ces actions. Listez toutes les actions d'acquisition que vous pouvez mettre en place, avec les bons indicateurs intermédiaires, les équipes responsables de l'action et les outils et supports nécessaires. Enfin, priorisez vos actions et construisez votre plan d'acquisition complet. Retrouvez la méthode pour construire son plan d'acquisition et toute la cartographie de l'acquisition détaillée dans le livre Acquisition Stratégie Design Plan Marketing Nouvelle Génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente. Par 1 minute 30, Publishing. L'acquisition client est un processus clé de la vie d'une entreprise, qui regroupe de façon transversale plusieurs spécialités dont les 3 principales sont la communication, le marketing et la vente. La communication consiste à transmettre un message. La communication financière, institutionnelle et interne ne font pas partie de l'acquisition, à contrario de la communication commerciale dédiée à la vente. Celle-ci est composée de la communication de marque, de l'achat média, des relations publiques qui incluent toutes les parties prenantes, presse, influenceurs, partenaires, etc. et de la e-réputation. Le marketing et en particulier le marketing opérationnel sont au cœur de l'acquisition, à l'exception néanmoins du marketing stratégique, de la fidélisation et du marketing international. Le marketing produit consiste à définir le produit adéquat par rapport au marché. Le pricing consiste à définir les prix des produits. Les études à tester auprès du public. Le marketing de la distribution rapproche les produits des consommateurs. Il s'appuie sur la communication de proximité et est révolutionné depuis ces dernières années par l'e-commerce, qui est arrivé avec toutes les nouvelles spécialités du marketing digital, dont bien sûr le référencement naturel payant est maintenant sur les places de marché, et aussi l'achat média en ligne, sous toutes ses formes.
Display, affiliation, social ads, native ads, retargeting, le social media marketing, le marketing mobile et le marketing de la performance. Le marketing de contenu existait déjà, mais il a été terriblement renforcé par le digital, tout comme le marketing relationnel, qui a bénéficié de nouveaux canaux de marketing direct et de nouveaux outils, produisant toute une somme considérable de données. Troisième composante essentielle de l'acquisition, la vente, avec la prospection commerciale, l'avant-vente, la négociation et maintenant les nouvelles techniques de social selling. Elle n'inclut pas dans l'acquisition la gestion de compte qui se passe après l'acte d'achat, et donc une fois que l'acquisition client est achevée. Retrouvez toute la cartographie de l'acquisition détaillée et la méthode pour construire son plan d'acquisition dans le livre Acquisition, stratégie design, plan marketing nouvelle génération. Le guide ultime pour construire pas à pas son plan d'acquisition de clients et aligner communication, marketing et vente, par 1 minute 30 publishing. Voilà. Est-ce que Hervé est là et est-ce qu'il arrive à parler? Oui, est-ce que vous m'entendez? Eh, on n'a plus d'écho, c'est super. Tu peux même rajouter ta caméra en haut au milieu et comme ça on te verra en plus. Super. Okay. Bon, ben on est tous là au complet. Tu peux te présenter, Hervé. Bonjour à tous. Moi, d'abord, je suis un commercial qui a aussi été chef de produit, qui a été directeur commercial et marketing. Donc, j'ai eu la chance de faire partie des deux équipes, vente et marketing. Et c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés, d'ailleurs, Gabriel, de se poser des questions sur l'alignement. Pourquoi il y a cette petite guerre entre le marketing et la vente depuis si longtemps? Je suis le fondateur de Partinov Conseil et Formation dans le développement commercial et je suis un adepte du spin selling dont on parle dans le livre, donc je pense qu'on en parlera. Et j'ai un credo, c'est tous sur le terrain au niveau marketing et vente pour pouvoir faire en sorte que l'expérience client se mette en place dans les entreprises. Et encore merci pour cette invitation. Super, ben je vais commencer par te donner la parole et puis après tout le monde pourra la prendre sur ce point-là. Quelle est la place aujourd'hui pour toi et pour vous du commercial dans le parcours d'achat? Qu'est-ce qui a pu changer ces dernières années avec le digital, sans parler encore du social selling, mais du fait que le parcours d'achat a changé, que les clients et les prospects vont s'informer énormément sur Internet. Ben voilà, je vous laisse introduire cette table ronde sur ce sujet-là. Et Hervé, si tu veux commencer. Oui, je pense que le rôle du commercial évolue. Certains disent même qu'il est mort. Il a besoin de se réinventer. Dans la mesure. Alors, si on est là, c'est qu'on ne croit vraiment pas qu'il soit mort. Non, mais qu'il a besoin totalement de se réinventer. Et je dirais qu'il aura un rôle différent en fonction du processus de vente qu'il va avoir et on pourra réfléchir à de la spécialisation, surtout si on a des ventes qui sont un peu plus spécialisées. Par exemple, on est uniquement vendeur d'un CRM, je pense que c'est totalement différent que quand on est sur des ventes B2B complexes. Et dans des ventes complexes B2B, le commercial sera l'homme de synthèse qui va faire le lien entre le client et l'entreprise. Et donc là, il va garder un rôle clé par rapport à sa fonction et d'homme transverse entre le client et l'entreprise. Quelqu'un veut compléter ou enrichir? Je veux bien, avec plaisir. Mais je suis entièrement d'accord, bien évidemment, avec ce qui vient d'être annoncé. Je dirais, pour reprendre une image assez grossière, le commercial, il y a longtemps, il y a quelques décennies, c'était le sachant. C'était celui qui connaissait sur le bout des doigts la fiche produit. Voilà. Grâce à Internet, le métier du commercial devient enfin intéressant et enfin intelligent parce qu'il est plus orienté vers le produit, mais il est orienté, pour une fois, vers le client. Voilà. Et moi, je fais un petit peu moins le distinguo entre vente simple et vente complexe. Il faudra un jour qu'on m'explique réellement ce que c'est une vente simple et une vente complexe. Mais je pense que le rôle du commercial, en gros, reste le même. Il n'est pas orienté produit, il est maintenant orienté solution et il est surtout orienté client. Et même pour des ventes simples, moi je connais pas d'entreprises qui ont toujours les mêmes clients.
Voilà. Moi-même, j'ai des clients qui sont très différents, même si je vends, entre guillemets, la même chose. C'est-à-dire que le même programme de formation peut être vendu de X manières différentes en fonction, bien évidemment, de l'interlocuteur. Et c'est ça, à mon avis, le bouleversement et certainement pas la mort. Enfin, en tout cas, peut-être la mort de certains commerciaux, mais pas la mort du commercial. C'est que le commercial qui a compris aujourd'hui ça, à mon avis, d'abord se marre vachement plus dans son métier, c'est beaucoup plus varié et surtout est complètement orienté vers le client, vers l'autre. Donc ça rend notre métier encore plus passionnant qu'avant. Voilà. Et main dans la main, bien évidemment, avec le marketing. Ouais, je vous rejoins et je te rejoins parfaitement sur cette analyse. Moi, ce qui me semble en plus d'autant plus frappant aujourd'hui, c'est que dans la fonction commerciale aujourd'hui, en fait, on n'est plus dans l'image en fait d'avant où on a adopté comme une sorte de soldat un plan de vente avec effectivement une étape A et ainsi de suite. Maintenant, aujourd'hui, pour vraiment se développer sur le plan commercial, il faut être beaucoup plus agile que ça parce que les clients derrière, ils sont de plus en plus agiles aussi et que en fin de compte, il n'y a pas un plan de vente qui va fonctionner, mais il va falloir s'adapter de plus en plus à différents plans de vente qui vont être plus ou moins adaptés par rapport aux clients que nous avons en face. Donc, je rejoins, je crois que c'est Nicolas qui en parlait tout à l'heure, avec ce phénomène d'alignement qui va vraiment falloir aller chercher et qui va vraiment va apporter de la valeur justement dans le cadre de la relation qu'on va pouvoir engager avec un client final. Nicolas ? Ouais, pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'effectivement, tout ce qui était la fonction commerciale orientée produit, je présente mon produit, ma solution à votre besoin, qui était finalement très standardisé, ça a été remplacé par l'email. Aujourd'hui, c'est tellement plus facile de faire une séquence d'emailing qui va présenter la même chose. Si le commercial fait la même chose, il peut pas gagner. Là où le commercial reste finalement infiniment supérieur à l'approche marketing, c'est dans sa capacité à gérer ce qu'on a évoqué tout de suite, qui était la singularité de chaque prospect dans le process de vente. En fait, c'est pourquoi c'est important qu'il soit aligné, parce que par essence, une approche marketing, même si on va la personnaliser, elle est finalement assez stéréotypée, parce que l'idée, c'est qu'elle va s'adresser à plusieurs personnes, et on est obligé d'essayer d'être englobant finalement. Et là où le commercial, il va apporter quelque chose de plus, c'est qu'il va être capable de faire ressortir la singularité du prospect lorsqu'on va être face à lui et expliquer qu'en fait, ok, ça c'est le parcours, c'est ça votre problématique, vous avez pu voir telle ou telle chose, et comprendre ce qui manquait dans le parcours du prospect pour le convaincre de finalement choisir une solution. Et c'est cette flexibilité qui pour moi, elle est absolument essentielle, que ce soit des ventes simples ou complexes, qu'elles soient courtes ou longues. Il y a toujours besoin à un moment donné d'une flexibilité. Et si on est capable de l'apporter, en fait, on closera beaucoup plus facilement et on avancera beaucoup plus loin avec le prospect. Philippe ? Oui, mais je suis d'accord avec tout le monde, mais j'ajouterais que ce qui a fondamentalement changé, c'est que maintenant, on peut gérer l'acte commercial en étant connu d'avance. Donc moi, j'ai appris toutes les techniques de vente, toutes les techniques de marketing pour vendre, mais ça partait du postulat que quand j'arrivais, je n'étais pas connu. Et alors que maintenant, en fait, quand j'arrive, je suis déjà connu parce que j'ai fait un gros travail de notoriété sur moi en tant que commercial. Donc tout change, en fait. Entre guillemets, il me connaît déjà, donc on n'a pas besoin de casser la glace. En général, on a fait un chat, on a déjà débroussaillé le terrain par rapport à ce qu'on va parler. Je vais connaître plusieurs personnes autour de la table. Donc, une partie du diaporama que je vais présenter, s'il y a diaporama, est déjà connu par les personnes et ça accélère la vente de manière terrible. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que pour le moment, j'ai pas encore vu de cours qui expliquent comment on apprend à vendre alors qu'on est déjà connu d'avance. Sans être connu, mais on est déjà connu, en fait. Et ça, c'est vraiment un changement énorme dans le processus commercial. C'est être connu d'avance. Et une fois qu'on est connu d'avance, ça accélère la vente. Et moi, quand je dois me présenter à une société à Paris, à Bruxelles ou à Genève, je suis vexé comme un pouce si les gens ne me reconnaissent pas. Ça arrive encore souvent je suis encore vexé comme un pouce, mais en tout cas, je fais tout pour que je sois connu par au moins une personne dans la société. Ouais, mais je suis complètement d'accord avec toi, Philippe. Alors, il y a un chiffre qui est beaucoup sorti, et sauf si j'ai raté, mais qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'aujourd'hui, 2/3 du parcours d'achat se fait d'abord en digital avant de rencontrer le commercial, et ça rejoint ce que tu disais, Alain, c'est que
le produit il est déjà connu, la personne est déjà connue et que le commercial se retrouve sur la fin du parcours à adresser les spécificités du client et plus à être sur le produit en lui-même. Ça, c'était pour essayer de... Mais le sales, c'est déjà connu. Donc, et pour ça change la vitesse. Hein. Donc moi, apparemment, les 5 premières minutes, je vais me paraître pour quelqu'un plutôt sympa, d'avoir envie, etc., casser la glace. On va parler de tout et n'importe quoi, mais on s'en fout. Et là, on peut directement aller au cœur du sujet, quoi. Ouais, avec une vraie complexité, nous qui gérons beaucoup de ligues inbound, et Eric peut confirmer, c'est que, et c'est assez perturbant, c'est que le client te connaît, mais toi, tu le connais pas du tout autant qu'il te connaît. Oui, c'est fou. Et t'as un échange qui est complètement déséquilibré. Et moi, j'ai eu des exemples de vente avec des rendez-vous qui se sont faits de façon complètement automatique au marketing space, où je commence à essayer de briser la glace, à faire connaissance, alors que le client, il était déjà là, il avait déjà son chéquier, et il était déjà prêt à acheter un truc qu'il avait déjà choisi. Et t'es là à dire bonjour, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et lui, t'as le client derrière qui te dit mais quand est-ce que je signe? Et t'as ce vrai décalage. Alors ça arrive pas tous les jours. Hein. Non, c'est un peu caricatural, mais ça arrive. Non, mais voilà, c'est vraiment arrivé. Oui, donc moi, ça m'est vraiment vécu. Mais ce qui est troublant, c'est que les commerciaux ne sont pas prêts. Et t'es pas prêt. T'es désarmé face à quelqu'un qui est pas du tout dans la même maturité que toi et qui n'a pas, il en sait beaucoup plus sur toi que toi tu n'en sais sur lui, même si tu es capable de dire qu'il a été sur telle et telle page, mais ça suffit pas. Ouais, c'est l'histoire du client qui dit oui à tout jusqu'à la signature du bon de commande, et là tu comprends pas ce qui t'arrive, quoi. Ça te tourne dessus, tu te dis mais est-ce que j'ai mal fait mon job à un moment donné, et pourtant il a dit oui à tout, tu te dis ouais il va annuler la commande et ainsi de suite. Non, et ça marche effectivement, et la vente est faite, elle est bien faite derrière, mais c'est perturbant effectivement cette situation-là. Puis là, il y a aussi le rôle du commercial, parce que au-delà du côté, on va dire, là on se plaint, alors que c'est un problème de riches, ils sont déjà convaincus, c'est formidable. Le problème, c'est quand ils se convainquent des mauvaises choses. Nous, on a moins dans le lit d'entrant, je pense, que toi, Gabriel, mais ça nous est arrivé très souvent où on est contacté par un prospect qui a lu les articles, qui a lu notre site, et du coup, moi, j'ai besoin de ça. Mais en fait, pas du tout. Et là, c'est là où il faut réussir à bien comprendre quelle était la problématique initiale, comment il en est arrivé à la conclusion que c'était ça qu'il lui fallait, et où est-ce qu'il a potentiellement fait l'erreur ou manqué l'élément qui en fait nous fait dire à nous qui avons l'expérience que ouais, alors en fait je sais que tu veux ça, mais si je te vends ça, tu seras pas content parce que ça va pas donner le résultat que tu veux. Et là, c'est la même chose, c'est que si on n'a que le marketing et qu'on n'a pas positionné la vente là-dedans, je vois pas aujourd'hui comment est-ce qu'on peut éviter ce genre d'erreur sans l'intervention de la vente. Ouais, alors tu fais un super parallèle, moi, que j'avais utilisé dans une de mes conférences, c'est les médecins. Et aujourd'hui, avec Internet, les patients s'auto-diagnostiquent et se trouvent eux-mêmes leur maladie et vont voir le médecin en disant j'ai ça, j'ai besoin de tel médicament. 9 fois sur 10, et c'est encore pire qu'avec nous, ils ont tort et ils se sont trompés dans le diagnostic, ils n'ont pas tout vu, ils n'ont pas fait d'études de médecine, et Doctissimo n'est en aucune façon un allié pour faire un bon diagnostic tout seul, en prenant pas en compte tous les paramètres. Et aujourd'hui, les médecins se plaignent parce qu'ils passent plus de temps dans leur rendez-vous à casser l'auto-diagnostic des patients qu'à faire le diagnostic et donner la bonne ordonnance. Et effectivement, ce que tu décris, ça apparente à ça. Et nous, très souvent, on a des patients, des clients, des prospects qui viennent vers nous en ayant fait le choix de dire j'ai besoin d'inbound, j'ai besoin d'être présent sur tel et tel réseau social. Parce que tout le monde en parle et pas parce que ça correspond réellement à la à la pertinence de traiter leur propre parcours d'achat et que c'est pas pour eux un bon levier d'acquisition. Et je suis d'accord avec toi que et avec toi aussi Philippe, cette idée que le rôle du commercial évolue, il évolue aussi d'autant plus que on doit traiter on traite pas que des objections à quelqu'un qui découvre au fur et à mesure, on traite ces problèmes d'autodiagnostic, on traite
ces problèmes de compréhension à partir de tout ce qui est donné par le site web différentes. Et ça demande en fait, et je m'en rends compte, et c'est une vraie complexité chez nous d'ailleurs, ça demande finalement un rôle de filtre à l'entrée qui est beaucoup plus qualifié au final que quand on arrive à distinguer d'un côté la prospection et de l'autre côté le closing. Autant on peut confier des tâches de prospection à des profils relativement juniors, autant la qualification de lead entrant est pas du tout facile sur des profils relativement juniors parce qu'il y a tellement d'informations avec lesquelles viennent le client que cette qualif devient compliquée. En fait, il y a une dimension. Pardon. Il y a une dimension de la découverte du client qui est extrêmement importante et qui, je trouve, ressort encore un peu plus par rapport à ça, par rapport à ce que tu viens de dire. Parce qu'effectivement, à partir de l'approche simplement, oui, effectivement, j'ai besoin de ça. La question, et on va revenir donc à l'acquisition stratégie design, c'est en fait tout est affaire aussi de questionnement et de fluidité du questionnement. Et à travers le canvas donc d'acquisition qui est proposé dans le livre, on s'aperçoit bien que sur ce premier losange des je découvre un problème, ça fait partie de ces questions qui vont être vraiment fondamentales pour pouvoir avancer sur la découverte au sens propre et donc commercial du terme, pour pouvoir effectivement aller vérifier si les hypothèses au départ sont bien les bonnes de la part du prospect ou du client qu'on a en face, de façon ensuite de quoi à pouvoir imaginer et propulser et envisager une solution et peut-être si un peu une certaine forme de défantasmer, ou il y a peut-être des fantasmisation, je ne sais pas si ça se dit, de certains éléments que le livre peut s'imaginer, puis à un moment donné, effectivement, un peu comme pour ton médecin, il va falloir casser tout ça pour reconstruire et rebâtir quelque chose d'autre à côté, ce qui revient effectivement dans une démarche qui s'approche de l'acquisition de stratégie design. Mais on est toujours obligé de faire une phase découverte, de toute façon, dans le processus, à un moment donné, pour tout vérifier. Oui. Il faut toujours vérifier. Oui, c'est bien pour ça que je pense que le rôle du commercial, c'est ce que je disais, devient plus intéressant et demande plus d'intelligence, c'est-à-dire demande plus de finesse et demande surtout au commercial de revenir réellement aux techniques. Parce que il y a 10 ou 15 ans, les techniques commerciales, même si on en parlait, elles étaient, à mon avis, pas ou très très peu appliquées. Et là, effectivement, c'est ce que disait par exemple Philippe quand il disait que l'autre en sait plus que nous. Si le commercial ne prépare pas et il va les mains dans les poches, il se fait dégommer. Il se fait dégommer et l'entretien n'est pas, je dirais, sur la même position. Effectivement, tous ceux qui nous appellent et qui appellent aujourd'hui n'importe quel fournisseur croient en savoir autant que celui qui a bossé 20 ans dans le marketing, dans la vente, etc. Donc, il arrive effectivement avec son auto-prescription, ce que tu disais, Gabriel. Et je pense que revenir à chaque fois aux fondamentaux, reposer les bonnes questions et freiner l'ardeur, je dirais, de notre client, c'est vachement plus intéressant que d'essayer de découvrir son besoin, parce qu'il arrive avec un besoin qui est très clairement exprimé. Par contre, du besoin, lui, il arrive tout seul à sa solution. Voilà. Moi, j'ai plein de clients qui m'appellent en me disant « Monsieur Mullery, j'aimerais que vous fassiez une formation sur la négociation dans mes entreprises. » Ok, bon, moi j'entends, je déroule. Très honnêtement, je fais beaucoup plus avec ces mêmes directeurs commerciaux des formations sur la prospection. Parce que je me rends compte que ce que les commerciaux ne savent pas faire, c'est pas du tout le closing. Ce qu'ils savent pas faire, c'est la qualification des contacts. Et on est bien dans la fameuse phase de découverte. Donc même un directeur commercial dont c'est le métier peut se laisser avoir par je dirais un diagnostic trop simple. C'est comme un médecin, exactement le truc que t'as dit, Le bon médecin, quand tu vas voir un dermato et que tu lui montres ton bobo, lui, il a déjà fait 1500 connexions et en 3 questions, normalement, il doit savoir ce que tu as, quoi. Mais il ne faut pas oublier qu'on participe au fait qu'ils fassent l'autodiagnostic eux-mêmes. Et donc, naturellement, si tu travailles avec le marketing main dans la main, mais moi, j'arrive avec pas mal de clients, ils ont fait un autodiagnostic, mais c'est celui qu'ils ont fait parce que j'ai beaucoup alimenté mon flux d'actualité par rapport à ça. Donc, finalement, les questions qui se posent,
Ben, je leur dis oui, vous avez parfaitement raison. Donc, je ne vais pas me mettre moi-même en contradiction, quoi. Je n'ai pas dit que c'est chaque fois aussi bien que ça, mais ça arrive quand même une fois sur deux où ils s'installent dans un rail que j'ai déjà préétabli, quoi. Et moi, la plus belle preuve que j'en ai, c'est que j'ai quand même pas mal, enfin, je n'ai pas beaucoup dans la partie écrite, mais dans la partie formation, il y a de la concurrence. On s'aperçoit que les concurrents, en fait, font la même offre que nous, quoi. Et finalement, on crée des MeToo, quoi. Mais finalement, on est maître, voilà, on est toujours meilleur que les autres MeToo, normalement. Il y a son job, là, le charisme du commercial ne va pouvoir faire la différence. Mais l'autodiagnostic, très souvent, est bon. Et après, je pense que le marketing, là, doit vraiment. Moi, je pense qu'au moment où le commercial crée l'épiphanie, l'envie d'en savoir plus, et le moment où il va closer, entre ces deux moments, c'est le marketing. Ça prend trop de temps pour faire du tutoring, etc. Et là, c'est là où Gabriel doit intervenir. Mais entre ces deux moments, l'épiphanie et le closing, ouais, c'est le marketing. Et l'épiphanie et le closing, ça, c'est les commerciaux. Et dans le contexte du moment, avec le Covid et la crise économique, c'est là aussi où le commercial a toute sa place, dans la mesure où entre la situation initiale qu'on a pu connaître il y a quelques mois et maintenant, dans un grand nombre de cas, la situation de l'entreprise a totalement changé, la problématique du client a totalement changé, et que réactualiser là où on en est avec un client, quelles sont ses problématiques actuelles et comment ce qu'on a commencé à discuter ou les projets sur lesquels on a commencé à s'engager peuvent être remis en cause avec la nouvelle problématique. C'est toute la valeur ajoutée du commercial de pouvoir resituer le contexte, savoir où en est le client et comment le remettre quelque part en situation de prise de décision par rapport à ces éléments-là. Et dans le contexte du moment, je pense que le commercial a toute sa place et même de l'adaptation du marketing ou de l'offre par rapport à des changements fondamentaux des clients par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi, en termes de valeur, je pense qu'il y a aussi, en fait, moi j'aime bien l'expression du H2H, hein, donc c'est une relation d'humain à humain, et je pense que effectivement dans ce travail commercial, il y a à partir du moment où on arrive chez un client ou chez un lead ou qu'on arrive à être en contact avec une personne, il y a aussi ce facteur extrêmement important qui est de la façon dont on va pouvoir s'intéresser à la personne qu'on a en face, de pouvoir effectivement aller dans cette découverte avec un grand D majuscule et qui est pas seulement, qui passe pas forcément par des échanges techniques ou autres, mais il y a vraiment une relation, voilà, on est vraiment sur une courroie de transmission, peut-être un peu aussi ambassadeur pour certains aussi un peu plus d'une marque ou autre, mais il y a vraiment cette qualité de la relation qu'on va pouvoir instruire avec son lead qui va faire toute la différence. Vous prenez deux commerciaux dans la même entreprise avec les mêmes produits, et je suis convaincu que de toute façon la différence entre deux commerciaux de l'équipe va se faire aussi sur ce niveau-là. Je voudrais juste revenir sur quelque chose qu'a dit Philippe et un sujet qu'on a un peu mentionné sans rentrer dedans particulièrement, parce que le rôle du commercial, on le disait, il y a le closing et la prospection. Il y a la prospection qui a énormément changé ces dernières années à une vitesse vraiment très importante. Déjà parce que plus personne n'a envie d'être prospecté, concrètement. On va dire les choses. Prospecter, c'est demander à quelqu'un de nous donner du temps alors il a même pas envie de savoir qu'on existe. Donc c'est pas toujours évident. Et c'est là que je rejoins Philippe sur l'importance d'utiliser une stratégie marketing qualitative pour complètement changer l'expérience de prospection. Aujourd'hui, la prospection qui marche le mieux, c'est celle où on va en fait identifier des sujets qui sont assez en amont dans le parcours client. On va avoir créé un contenu à forte valeur ajoutée qui va permettre à nos prospects potentiels d'avancer dans leur réflexion. Et en fait, on peut se contenter quasiment de leur dire, j'ai vu que votre société faisait telle chose. En fait, je pense que vous avez probablement un sujet autour de ça et on vous a rédigé un guide sur le sujet. On les pousse pour les faire rentrer dans ce tunnel marketing et en fait, comme par hasard, 2 semaines plus tard, ils nous appellent pour nous demander un rendez-vous et ça a transformé complètement l'expérience de prospection. Et c'est là aussi où l'alignement marketing-vente change complètement la donne. C'est qu'une bonne stratégie marketing rend beaucoup plus facile la phase de prospection et au final, on se retrouve finalement toujours, même quand on amorce la relation part de la prospection, dans un cadre de vente qui est assez proche de l'entrant, c'est-à-dire des personnes qui nous connaissent déjà bien, qui ont identifié qu'elles avaient un problème et du coup là on peut parler concrètement de la résolution de ce problème et du process par lequel on va passer pour aider le client à résoudre son problème. Et je trouve que vraiment la prospection, ça a
quelque chose qui a énormément bougé. Et je pense, si je peux le dire, les outils d'automatisation de masse sur LinkedIn, c'est pas forcément la solution. Automatiser, oui, mais franchement, commencez par aligner marketing et vente et après vous automatiserez et vous verrez, ça donnera de meilleurs résultats. Alors, ouais, tu as introduit pas mal de sujets, Nicolas, et pour moi, il y a une bonne transition avec le deuxième sujet que je voulais aborder, c'est cette question de l'alignement marketing-vente. Ce qui est intéressant dans la méthodo, dans le fait de décomposer les parcours d'achat, de comprendre les différentes étapes, de comprendre les étapes que franchit le client, c'est que on rompt avec le schéma traditionnel de dire la com crée la notoriété, le marketing génère les leads et les ventes closent les leads. Ça, c'est comme ça que, de façon générale, on traite les différents silos avec l'un qui s'occupe de la noto, l'autre qui s'occupe des leads et le troisième qui close les leads, et avec tous les conflits qu'on connaît sur tes leads ils sont pas bons ou tu traites pas mes leads, et on rentre dans des querelles de chapelle entre des équipes qui travaillent en silo. Moi, ce que j'ai beaucoup vécu en atelier, en travaillant avec des clients, etc., c'est de se rendre compte que cet ordre communication, marketing, vente n'était pas toujours le bon, que ça pouvait être vente, marketing, vente avec de la com à d'autres moments, etc. Et en particulier sur des marchés matures, on s'est rendu compte que ça servait à rien de faire des contenus de notoriété ou des contenus de livres blancs de sensibilisation pour des clients qui utilisent déjà un outil logiciel, par exemple. Je pense à un de mes clients dans la relation client, ils utilisent déjà tous les jours des logiciels de relation client. Ils n'ont pas besoin de livres blancs pour savoir à quoi sert un logiciel de relation client. Et que la seule façon pour entrer en contact avec eux, c'est de réussir à prendre un rendez-vous d'un quart d'heure pour faire une démo, pour montrer en quoi son logiciel est meilleur que celui qui l'utilise déjà, et à l'occasion de ce rendez-vous, donner l'envie potentiellement au moment du renouvellement du contrat en cours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, de changer de logiciel. Et donc, la vente est le premier pied dans la porte. Et derrière, il faut réactiver du marketing et du marketing automation bien fait avec une notion liée à la date de renouvellement et au fait de rester présent pendant toute cette période-là après une démo réussie. Et le fait de travailler sur les parcours d'achat, le fait de créer des process communs au marketing, à la communication et aux ventes, et idéalement, et ça on en parlait avec Philippe Guillonnec dans la précédente table ronde et dans notre webinaire de la semaine dernière, avoir des directions communes à l'acquisition, donc au marketing, à la com et aux ventes, permet de mieux travailler cet alignement, de diffuser les bons indicateurs de part en part. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Hervé, si tu veux rebondir. Par rapport à ça, je dirais que c'est un sujet qu'on a pas mal discuté ensemble, mais pour préparer cette table ronde, j'ai trouvé des chiffres. La dernière enquête que j'ai trouvée, elle date de 2018 par nomination. À la question le marketing est-il aligné avec les commerciaux, il n'y a que 5% des personnes qui ont répondu oui. Ça montre 5%. Ah oui. Et que 50%, ils disent il reste beaucoup de travail à faire. Ça montre le chemin, alors que globalement, on peut se dire, quand on travaille la transversalité, il faut que les gens aient les mêmes objectifs. Que quand on est dans une entreprise, que la production et les ventes ne soient pas alignées, on peut le comprendre. Que le marketing et la vente ne soient pas alignés alors qu'on est à l'ère de la bonne expérience client, c'est plus difficile à comprendre. Mais on est sur des chiffres. Après, quand on a été sur le terrain, il y a l'opposition entre le siège et le terrain. C'est l'alignement, souvent, entre parfois un décalage, peut-être encore plus en ce moment, avec des clients qui évoluent plus vite et où, globalement, les commerciaux peuvent percevoir que l'offre ne s'adapte pas aussi vite qu'il est nécessaire par rapport au changement des clients. Pour moi, par rapport à la notion de travailler la transversalité, au-delà de dire qu'il va falloir fusionner, il y a peut-être déjà le fait de mettre des hommes transverses, des gens qui vont avoir cette culture de pouvoir construire le pont et donner envie de travailler ensemble et qui auront comme principal critère de jugement le fait de favoriser cette construction du pont entre la vente et le marketing. Et les hommes transverses sont déjà une bonne solution pour pouvoir travailler sur l'alignement et casser les silos. Et pour ça, après, avoir des tableaux de bord, l'acquisition de stratégie design, pour moi, est l'élément très intéressant
à mettre en œuvre. Certains avec le smart marketing parlent de pouvoir faire ce qu'on appelle un service level agreement. Eh ben, il existe. C'est l'acquisition strategy design qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir avoir un contrat entre la vente et le marketing, pour pouvoir aligner sur des KPI partagés, avec des bonus partagés sur les mêmes éléments, pour pouvoir faire en sorte que l'expérience client se mette en place dans les entreprises. Oui, moi j'aime beaucoup la notion de transfert parce qu'il ne faut pas oublier également que les commerciaux vont perdre quand même une compétence qui essaie de gérer les clients existants. Donc moi j'aime beaucoup l'acquisition de stratégie design dans le sens où ils ont baigné en fait la fonction commerciale dans le fait de la fidélisation de clients. Et ça, le commercial a peu de choses à faire parce qu'en fait maintenant les gens sont tellement interconnectés que le commercial n'a plus vraiment de raison d'être. Auparavant, le commercial, il pouvait en effet être le gars qui allait dispatcher les tâches à gauche et à droite, quoi. Mais maintenant, les gens trouvent leur chemin eux-mêmes. Donc, le commercial n'a plus aucune raison d'être. Et donc, la seule chose qui lui reste à un commercial, c'est d'augmenter les nouveaux clients et d'augmenter l'acquisition vraiment de nouveaux clients. Et naturellement, il va avoir un peu plus de temps pour s'occuper de ce que Hervé disait au niveau de l'homme transverse, c'est-à-dire le gars qui arrive à faire le pas, ou la dame qui arrive à faire le pas entre le marché et l'homme de marketing ou la femme de marketing. Et de dire, punaise, là, il manque un trou. Il y a un trou dans la raquette, voilà, il faut trouver un nouveau produit, et là, le marché en a besoin. Et là, c'est vrai que les commerciaux doivent vraiment changer leur activité. Et pour l'instant, les commerciaux se cachent derrière de la gestion de la clientèle qui prend énormément de temps. Et alors après, quand vous leur dites pourquoi ils ne prospectent pas, ils disent oui, mais j'ai pas le temps, j'ai trop de clients. Mais non, on s'en fout. Ça. Les clients, ils devraient être gérés tout sauf par les commerciaux. Les commerciaux, ils doivent aller chercher, ils doivent aller au combat, ils doivent chercher, augmenter la taille de la boîte, quoi. Et pour moi, c'est les deux fonctions qui restent au commercial. C'est, comment dire, clôturer, s'occuper des gens qui sont à l'achat et également être très à l'affût au niveau du marché parce qu'ils sont dans le marché et remonter les bonnes idées pour que les marketing créent les bons produits. Ouais. Au moins, Philippe, je te remercie parce que tu lances clairement le débat. Je suis pas certain que le commercial n'ait que ça à faire. C'est bien évidemment une de ses fonctions, aller prospecter, c'est pas la même, c'est pas la seule. Je pense que le marketing comme le commercial, nous sommes là, vous êtes là, ils sont là pour donner de la valeur. Voilà. Maintenant, il y a deux moyens de faire croître une boîte. C'est soit des nouveaux clients, soit vendre plus aux clients existants. Donc, je n'oppose pas la fidélisation à la prospection. Et ça peut tout à fait être une tâche au commercial de vendre plus. Je vois pas pourquoi cette tâche est forcément dédiée au marketing. Pour moi, les deux peuvent bosser ensemble, comme sur la prospection d'ailleurs, les deux peuvent bosser ensemble. Mais je ne vois pas et je ne vis pas au quotidien avec tous mes clients l'opposition de prospection, fidélisation. Les deux permettent de grandir. Alors effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi et ensuite je te laisse la parole. Une entreprise qui ne prospecte pas est une entreprise qui est très clairement en danger. Voilà, et encore plus aujourd'hui, en danger malheureusement de mort avec la crise qu'on a aujourd'hui. Mais il y a des très très belles stratégies de boîtes qui se développent très très bien en mettant 80% de leur énergie et de leur investissement sur de la fidélisation et un peu moins sur de la prospection. Oui, mais je dis ça je ne conteste pas. Je dis simplement qu'ils pourraient faire encore mieux. Par exemple, des gens qui fidélisent des clients. Moi, quand j'accompagne des farmers, ils vont voir en fait leur contact habituel. Et puis, ils croisent 20 personnes dans les couloirs avant d'arriver à l'heure du rendez-vous, etc. Ils rencontrent 5 personnes dans d'autres salles. Alors que moi, simplement en regardant sur LinkedIn, en fait, j'ai identifié les 4 personnes clés parmi les 20 qui étaient prenables. Quoi. Et eux, ils les connaissent pas. Quoi. Moi, je les prends, j'ai envie de les boxer. Quoi. Et donc ça, la fidélisation a changé. Quoi. Là, la fidélisation, c'est pas aller voir ses contacts habituels, c'est de repérer au sein de l'organisation d'autres, des semblables qui vont acheter les mêmes choses. Et honnêtement, moi, j'aurais eu cet outil il y a 10 ans, je gérais la Poste des BNP Paribas, j'aurais fait 20 fois plus de chiffre d'affaires. Parce qu'au moins, j'aurais vu les gens que je rencontrais. Quoi. Je ne savais pas qui était qui. Donc là, la fidélisation a changé. Et là, on a plus besoin de hunters que de farmers.
Ça, c'est mon opinion personnelle. On est un peu provoqué par Émeric qui nous dit, encore une fois, autour de la table, nous avons des marketeurs. Alors, je pense que pour une fois, on a quand même plus de commerciaux que de marketeurs. Là-dessus, moi, je prends pour moi la dimension marketing, mais je pense que les 5 invités sont quand même plus commerciaux que marketeurs. Et après, je suis tout à fait d'accord que l'acquisition et la gestion sont deux choses différentes, et c'est pour ça que dans le livre, on a vraiment distingué ce qui est du ressort de l'acquisition et ce qui est du ressort de la fidélisation, et qu'on fera peut-être un nouveau livre sur la fidélisation qui, à mon sens, sans s'opposer, doit être traité de façon distincte, parce qu'on va avoir des processus différents, on va avoir des objectifs différents, et on va avoir d'ailleurs des conflits immanents et structurels entre... Autant je suis pour regrouper des directions entre elles, entre les directions autour de l'acquisition, du marketing et de la vente et de la com autour de l'acquisition, autant pour moi il y a besoin de garder finalement autour de deux gros process que sont l'acquisition et selon la fidélisation, peut-être des directions différentes, ou en tout cas des objectifs différents, et ne pas trop mélanger les deux, parce que acquérir de nouveaux clients, c'est pas les mêmes ressorts et les mêmes leviers que de fidéliser, que de satisfaire, même si bien sûr il y a de la combinaison. J'aimerais revenir sur la notion de service level agreement que Hervé a introduite, comme un moyen de créer de la relation, et cette notion de service level agreement a été beaucoup portée par Sirius Décision. Personnellement, j'ai des réserves là-dessus, parce que de contractualiser une relation qui devrait être partenariale, ça m'interroge. On a l'impression que le SLA renforce pour moi la notion de client-fournisseur entre le marketing qui apporte les leads et le commercial qui les traite. Je sais pas quel est votre sentiment là-dessus. Peut-être Nicolas, qui n'a pas parlé depuis un bout de temps. Si le sujet t'intéresse, mais non, mais je suis assez d'accord. Le côté contractuel entre deux équipes qui devraient collaborer ensemble, ça me semble peut-être un peu too much. Il y a un sujet d'acculturation clair. Il y a des choses à mettre en place pour les faire travailler, mais je sais pas si le côté contractuel est particulièrement adapté. Malheureusement, j'ai changé de sujet. Juste pour revenir à ce que tu disais juste avant sur la fidélisation et l'acquisition. Il y a une question. J'ai utilisé l'acquisition strategy design très récemment, justement pour essayer d'aligner un peu plus acquisition, prospection et fidélisation. Donc le côté séparation entre les deux métiers me gêne un peu, surtout qu'on est en train de dire qu'il faudrait aligner marketing et vente, et là on est en train de dire qu'il faudrait désaligner deux fonctions commerciales. Et en fait, une des manières dont on a utilisé la modélisation notamment du parcours client pour la fidélisation, c'est qu'en fait on était très centré acquisition et chasse au départ du parcours client, et en fait on a essayé de pousser le parcours pour aller et qu'est-ce qui va se passer jusqu'à ce qu'il y ait recommandation, jusqu'à ce que les étapes suivantes. Et en fait, on a pu identifier des triggers, mais des signaux dans le parcours d'utilisation des solutions par les clients, comme quoi c'est le moment d'aller les voir pour leur parler d'un autre sujet, pour basculer sur l'upsell. Et en fait, c'est là où finalement on est dans une démarche de fidélisation, mais en utilisant les mêmes ressorts que ce qu'on aurait pu utiliser pour de l'acquisition. Et je trouve que ce soit le service level agreement entre le marketing et la vente, ou entre la fidélisation et l'acquisition, je sais pas si dans les structures d'aujourd'hui, avec l'agilité qu'il faut, je me demande si c'est le bon ressort en fait pour régler ce problème. Je pense qu'il y a plus un sujet de culture à infuser dans les équipes qu'une formalisation sous forme de contrat en fait, qui crée d'agilité. Ce qui est intéressant quand j'ai dit ça tout à l'heure, c'est qu'en fin de compte, quand on reprend tu peux redéfinir ce que c'est qu'un service level agreement, juste il y a des questions dans le chat là-dessus. C'est quelque part, on va avoir un contrat entre le marketing et la vente avec l'engagement des acteurs sur un certain nombre d'éléments clés.
Et qu'est-ce qu'on fait avec l'acquisition strategy design? C'est qu'on définit qui va faire quoi et quand, et on définit des indicateurs clés, et que quand on reprend un certain nombre d'éléments qui ont été proposés, on retrouve à peu près l'ensemble des éléments dans ce que l'on propose dans l'acquisition strategy design, et ça permet à ce moment-là d'aligner complètement les équipes avec un tableau de bord partagé. Le point qui me semble fort en ce moment par rapport à ces éléments-là, c'est la remontée d'informations, parce que on est dans un moment où les choses évoluent très vite, et il faut peut-être aussi faire évoluer son offre. Donc d'avoir cette capacité à pouvoir avoir un tableau de bord partagé, arrêter d'avoir un plan marketing et un plan d'action commerciale, d'avoir plus qu'un seul élément où l'ensemble de l'information remonte, qui nous permet de savoir si on est bien adapté à un moment donné par rapport au niveau de notre offre, s'il ne faut pas faire comme tu es en train de le faire avec 1 minute 30, un pivotement par rapport à l'offre, eh ben, ce sont des éléments fondamentaux pour qu'il n'y ait pas cette cassure, de dire mais ils n'ont rien compris au siège, on s'adapte, au moins l'information qui remonte, les gens ont envie de le faire, et à ce moment-là, on est dans une dynamique d'équipe. Et moi je suis beaucoup plus à l'aise avec tout ce que tu viens de dire, les tableaux de bord partagés, le travail en commun sur les parcours et sur les plans, que la notion vraiment de contrat. Qui a montré que ce qui était dans le contrat, on trouve dans l'acquisition strategy design. Quand on lit, en fin de compte, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. C'est juste. Mais peut-être sans le contrat, en fait. Sans le contrat, je suis d'accord, mais l'esprit est le même. Alors, il y a quand même une difficulté au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, moi, ce qu'on parle de contrat, il faut aussi parler peut-être d'une question qui va être la rémunération, parce qu'en fin de compte, on s'aperçoit aujourd'hui que dans certaines situations et dans certaines entreprises, il y a une guerre entre guillemets interne entre la vente appartient à qui? Est-ce que c'est le commercial qui l'a initié? Est-ce que c'est le commercial qui l'a closé et ainsi de suite? Et parfois, on s'aperçoit qu'on a on est dans des situations un peu contradictoires entre un commercial qui va vouloir revendiquer effectivement la vente qu'il a fait parce qu'il avait lancé une action dessus, et le marketing qui dit non, de toute façon cette vente-là était closée directement. Il y a un point qui me paraît en tout cas très significatif aujourd'hui, c'est de commencer à avoir la possibilité en tout cas de pouvoir simplement acheter une voiture sur Internet. On va commencer effectivement à avoir des plateformes où on achète, on clique, hop, et on fait le chèque et on envoie la solution. Il y a encore y avoir des commerciaux dans les concessions automobiles. Enfin, c'est là, je rebondis sur autre chose, mais il y a vraiment ce problème d'alignement aussi contractuel, mais sur un aspect proprement dit partage de valeur entre guillemets aussi. Ouais, mais c'est pour ça que moi j'ai vraiment cette conviction qu'on peut pas dissocier les équipes et qu'il faut qu'elles travaillent réellement ensemble avec des objectifs communs et donc des primes en commun, et que ça peut plus avoir ce distinguo-là autour des métiers marketing ou vente, et que le distinguo doit se faire autour des objectifs. Et après, alors on a mis une rupture dans le bouquin parce qu'il fait déjà 332 pages entre l'acquisition et peut-être un nouveau bouquin sur la fidélisation, et qu'on a dû choisir ce moment de l'achat ou du premier achat comme la fin de l'acquisition. Après, bien sûr, dans certains cas de figure, on peut avoir l'upsell qui va plus loin, enfin l'acquisition qui va plus loin jusqu'à des questions d'upsell. On peut avoir aussi des visions complètes de l'expérience client qui couvrent l'achat et l'usage selon la taille des organisations. Mais tout ce que je dis, c'est que il y a la séparation, elle est plus intéressante et plus efficace de créer des process distincts pour l'acquisition et pour la fidélisation, ou un process commun acquisition, fidélisation, expérience, que de créer des organisations autour des métiers qui n'ont plus de sens entre communication, marketing et vente. Enfin, et là-dessus, après, là où tu crées tes organisations, là où tu les arrêtes, ça va vraiment dépendre des parcours d'achat, de la répétition des achats ou pas, selon les cas de figure. Donc après, selon chaque organisation, il y aura soit deux organisations, acquisition, fidélisation, ou une seule expérience. Donc là-dessus, j'ai pas une réponse toute faite. En revanche, ma conviction, c'est qu'on peut pas bien traiter l'acquisition si on continue à avoir des équipes qui bossent en silo et qui ne sont pas réunies
autour de tableaux de bord communs, d'objectifs communs, de primes communes, et de fait autour d'une tête unique qui, à un moment donné, vient dire à son patron j'ai réussi à faire mes objectifs de nouveaux clients ou pas, et qui peut pas dire c'est la faute au marketing qui n'a pas bien bossé et le commercial, et le marketing qui dit c'est la faute aux commerciaux qui n'ont pas bien bossé. Ça, c'est plus supportable quand on est patron d'une organisation. On doit avoir quelqu'un qui porte seul cette responsabilité d'avoir ouvert de nouveaux comptes, développé la marque, fait connaître la marque. Mais je pense que son équipe doit être élargie même au sein de l'équipe commerciale. Moi, je dis souvent qu'il faut que le directeur commercial devienne directeur de casting. Par exemple, il faut avoir l'humilité. Moi, parfois, on détecte un lead et parfois, je sens que je ne suis pas la bonne personne, quoi. Quand je regarde le profil des gens qui vont devoir me rencontrer et me subir, le dernier deal qu'on a conclu, j'ai envoyé mon collègue Gauthier et Bribosia, et je l'ai senti beaucoup plus à l'aise par rapport au profil qu'il avait rencontré. Il est mieux coiffé que toi? Oui, il était mieux coiffé que moi, oui. Donc lui, il n'a pas cru que les coiffeurs allaient être confinés. Et donc, il était mieux coiffé, etc. Mais donc voilà, il était, je sentais qu'il correspondait mieux au profil. Alors qu'à la base, ils ont mordu, enfin, l'hameçon a été pris chez moi, quoi. Mais après, je pense qu'après, il faut être intelligent, quoi. Et donc, oui, mais j'ai les mêmes approches avec mes consultants et tout. C'est que je choisis quel consultant je mets en face de quel client, selon son vécu. Voilà, il y a autre chose. En général, le client, maintenant, quand on a affaire à un client, il y a plusieurs personnes qui participent. On sait qui sera présent à la réunion. Et si on pèse un petit peu le poids hiérarchique des gens, c'est peut-être l'occasion d'envoyer un pré-sales un peu costaud et tout, quoi. Et donc, la vente se gagne principalement en amont, quoi. Et le directeur commercial, souvent, néglige ça totalement. Enfin, moi, je constate chez mes clients existants ou chez mes prospects, en fait, ils contrôlent l'aval de la vente. Distribuer les bonus et récompenser ceux qui ont gagné et remonter le moral de ceux qui ont perdu. Mais ce qui est important maintenant, c'est l'amont. L'aval, on s'en fout finalement. C'est gagné ou c'est perdu. Il y a toujours des affaires. Mais pour le moment, en fait, les affaires se gagnent en amont. Et il y a suffisamment d'informations pour envoyer la bonne personne, accompagner les bons profils et de dire, OK, il y a plus qu'un lead, on y va en équipe. Et on investit déjà. Et on montre aux clients qu'on a déjà, quoi qu'il en coûte, on a déjà investi pour le convaincre. Mais ça, on a suffisamment d'infos, quoi. La plupart des gens, vas-y, on va voir ce qui se passe, quoi. Et puis après, quand la visite vient, ils s'aperçoivent qu'il n'y a même pas moyen de faire un deuxième rendez-vous avec le même nombre de gens qualitatifs autour de la table. Et c'est important d'augmenter le nombre de personnes qui vont sur le terrain. Quand on peut amener les chefs de produits, moi j'ai eu l'expérience amener des chefs de produits pour peu qu'ils soient techniques et qu'ils aient appris les techniques de vente. Ça renforce énormément le discours et la capacité que l'on a à pouvoir faire la différence. Et plus on a de personnes qui ont cette capacité à porter les bons discours, plus on a en fin de compte une efficience globale. Mais il faut que ce soit fait suffisamment tôt dans le processus de vente. C'est pas quand on est au moment de la négociation qu'il faut commencer à essayer de créer de la valeur. C'est avant qu'il faut faire. Et le plus tôt possible dans le processus. Et là, des chefs de produits, pour peu qu'ils soient techniques, par exemple, ou même des gens de la technique, ont toute leur place dans le processus de vente pour aider à faire la différence, parce que les clients vont aimer d'avoir l'expert, parfois celui qui a conçu le produit. Et là, on fait la différence par rapport à ses concurrents. Quand on a réussi à amener ces profils-là, à pouvoir venir aider le commercial en soutien à faire la différence. Ouais, là, je précise que ces chefs de projet en fait ont été formés. Parce que les clients que je gère, en général, c'est un truc qui manque. Donc en fait, il y a des chefs de projet, ils ont le sens humain, mais ils ne connaissent pas les techniques de vente. Et donc moi, je suggère souvent aux patrons, formez-les, quoi. Au moins, sachez comment évolue un commercial, les étapes qu'il essaye de respecter, et qu'ils comprennent ce que le commercial est en train de faire. Je rebondis sur le commentaire de Christophe sur la vente émotionnelle qui consiste à mettre en avant les profils compatibles face aux clients et qui rejoint un commentaire de Christian il y a quelque temps que j'avais laissé passer sur l'importance de l'aspect émotionnel pour conclure une vente. On a eu Patrice Lobigna qui était présent aux deux tables rondes ce matin. On a pas mal déjà parlé d'émotions. Comment vous voulez rebondir sur cette dimension émotionnelle dans justement l'acte commercial?
Alors, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Moi, ce qui me frappe le plus dans ce commentaire, c'est de se dire que, entre guillemets, il faudrait que dans une entreprise, on ait, entre guillemets, dans le cadre de l'équipe, des profils qui sont absolument différents pour pouvoir s'adapter aux différents profils de sa clientèle. Moi, la question que j'aurais plutôt derrière, c'est de me dire, mais comment on va pouvoir apprendre, au contraire, à pouvoir se décaler et à pouvoir s'adapter justement au profil du client qu'on a en face et ne pas forcément être dans cette logique de pouvoir se dire, bon, quelle personne va pouvoir intervenir plus précisément sur le sujet parce que on a quelqu'un en face. Alors, sauf l'exemple que tu as pris tout à l'heure, mais je mettrai une petite réserve quand même là-dessus. Mais bon, en tout cas, effectivement, on est, alors là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On est dans une relation âge to âge, donc on est vraiment dans voilà, d'humain à humain. Et quoi qu'il arrive, effectivement, on est au cœur de la qualité de cette relation et on sera au cœur de qui dit relation dit aussi émotion. Donc ça, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut apprendre à pouvoir gérer cela et pouvoir en sortir en tout cas le meilleur pour pouvoir et surtout s'adapter. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc il y a différentes techniques pour pouvoir essayer de s'adapter par rapport à ça auprès de ces leads ou de ces contacts. Après, au-delà de l'émotion qu'on peut mettre dans la relation commerciale, qui est évidemment importante, il y a aussi le fait de traiter les émotions qui sont pas forcément évoquées lors du processus de vente. Enfin, quand on travaille avec un dirigeant d'entreprise et qu'on parle de budgets qui sont de 15-30 000 euros, c'est peut-être tous les budgets qu'ils avaient prévus sur quelque chose. Il y a des craintes derrière tout ça. Il y a des aspects émotionnels à traiter. Je trouve que ça, c'est une autre force du modèle d'acquisition strategy design parce qu'en fait, dans toute la notion de canevas d'acquisition, on retrouve des choses qu'on peut retrouver dans des méthodes comme le job to be done, où on va intégrer dans le besoin du prospect la dimension émotionnelle de son besoin. Quand on achète une solution de marketing automation, on n'achète pas qu'une solution de marketing automation. Ça a des implications dans la vie personnelle de votre prospect, ça a des implications dans sa position vis-à-vis de son entourage, et il espère quelque chose. Et en fait, si on veut être efficace dans la vente, on doit traiter les aspects fonctionnels du besoin, mais on doit aussi traiter les aspects émotionnels. Donc ça veut pas dire, je pense qu'il faut, quand on parle d'émotion dans la vente, on a tendance à parler de la relation de confiance qui peut s'instaurer entre le commercial et le prospect, c'est vrai, mais il y a aussi le fait que dans les arguments que vous avez poussés, dans la manière dont vous accompagnez vos clients, il y a le fait de traiter la dimension émotionnelle qu'il y a derrière ce besoin. Et ce serait une erreur de la négliger en se disant non, c'est vrai, c'est une personne, elle va pas avoir peur. Si, tout le monde a toujours peur quand on se lance dans une nouveauté. Et il faut être capable de les rassurer et de les aider à se projeter en fait dans l'utilisation du service. En ce moment, par rapport au contexte que l'on vit avec nos clients, la peur, l'immobilisme nous amène aussi dans notre phase de prospection à essayer de comprendre où en est le client. Est-ce que par rapport à sa problématique, il a intégré une conscience négative de sa situation. Il faut le faire cheminer parce que je pense qu'un grand nombre d'entre nous, on a affaire plutôt à des clients qui sont face à l'incertitude dans l'immobilisme et il faut les amener dans la vente à une attitude du changement. Donc là, on a une phase un petit peu psychologique de coaching que l'on a à faire au niveau de nos clients en ce moment, leur expliquer que de ne rien faire, que s'ils sont conscients que, par exemple, l'alignement, c'est un point qui est fondamental, et bien, encore faut-il mettre en place des actions. Il faut peut-être créer des séminaires pour pouvoir le faire. Il y a des études qui montrent que des entreprises qui l'ont mis en place amènent des croissances de l'ordre de 20 à 30% par rapport à d'autres qui stagnent. Donc, il y a un certain nombre d'études. Mais lui faire comprendre qu'actuellement, ne pas faire bouger ces organisations alors que les clients changent, ça peut être catastrophique pour lui demain par rapport à sa pérennité. Mais donc là, on a tout un contexte de coaching du client qui est immobile et de comment l'accompagner par rapport à cette phase-là. Pour revenir sur le côté émotionnel, il y a plusieurs d'entre vous qui l'ont dit. En fait, si on part du principe que le client connaît déjà le produit, que vous connaissez le produit, finalement, on ne va pas parler du produit. Et donc, forcément, l'un et l'autre vont se focaliser en fait sur le côté émotionnel. Et donc, les gens ont le choix. Donc, soit ils vont travailler avec Philippe, soit avec un autre, soit avec Gabriel. Peu importe. En fait, ce qu'ils vont choisir, c'est la personne qu'ils ont en face d'eux. Et ils vont se dire que si c'est un projet d'intégration marketing qui va durer 6 mois, ben, ils vont moins se focaliser sur le prix
qui sera quasi identique pour tout le monde, il va se dire, punaise, je vais devoir passer et m'échiner à travailler avec ce gaillard-là, mais émotionnellement, je vais choisir avec lequel ça me semble le plus facile. Et donc, il y a un vrai travail de séduction, quoi, hein, c'est pas beau. C'est comme la séduction avec les jeunes femmes ou les femmes. Hein. Donc, en effet, au début, il faut quand même donner envie que ça dure un peu plus qu'une nuit, quoi. Il faudrait des éléments que ça pourrait durer au moins toute une vie. Et donc là, je pense que, comme on ne parle plus du produit, encore une fois, et pas tellement du process, on se focalise sur la personne. Et donc là, c'est le retour gagnant des grands commerciaux, quoi. C'est pour ça que moi, ça ne m'a jamais autant donné envie de revendre à nouveau, parce que la vente se focalise sur l'essentiel, sur l'humain, et dire, oh, punaise, j'ai envie de travailler avec toi, et j'aimerais bien que tu aies envie de travailler avec moi. Est-ce qu'on travaille ensemble? Est-ce qu'on y va? Et pour rebondir sur le côté surveillé, j'étais d'accord sur tout ce qu'il a dit, sauf sur le côté faire peur. Moi, faire peur, c'est une technique que j'ai utilisée beaucoup dans l'ancien monde, mais finalement, gagner une vente parce que vous avez fait peur, et que finalement, cette peur n'existait pas trop, les gens s'en rendent compte. Et donc, moi, j'ai arrêté de faire peur aux gens. Je leur dis simplement, oui, si vous perdez un peu de temps avant de commencer, vous avez encore perdu 2 jours, quoi. Et vous pourriez commencer de suite. Mais il n'y a plus aucune peur à créer des produits. La plupart des produits sont quand même, fonctionnent rudement bien, aussi bien au niveau du service qu'au niveau technique. Donc, à quoi bon faire peur? Donc, c'est déjà assez compliqué de faire confiance. Et donc, moi, je ne joue pas sur cet argument-là, parce qu'après, ils vont me reprocher, parce qu'après, ils vont se rendre compte qu'il n'y avait aucune crainte à avoir. Donc, je ne joue pas sur cette peur-là. Mais sinon, sur tout le reste, j'étais d'accord avec toi. Je voudrais mettre un petit bémol sur l'émotion, qui est super à la mode maintenant dans la vente. Alors tout dépend bien évidemment de la définition de l'émotion. Si l'émotion, c'est l'humain, là, je partage à 100%. Je suis formateur ProcessCom, et en ProcessCom, il y a 6 grands types de personnalités. Il y a 30% des gens qui sont qu'on appelle empathiques, c'est-à-dire dont la perception du monde est l'émotion. Voilà. Donc c'est 30%, c'est un tiers, c'est pas tout le monde. Ok. Les autres ont la perception du monde complètement différente. Il y a 25% des gens qui vont se décider sur de la pensée factuelle, c'est-à-dire sur des trucs hyper factuels dont l'émotion ne fait absolument pas partie. C'est pour ça que tout le truc est en ce moment, depuis 1 an ou 2 ans, dire que toute vente doit forcément être émotionnelle, personnellement, j'ai du mal à signer. Maintenant, si vente émotionnelle, ça veut dire vente humaine, oui, puisque le rôle même d'un commercial, c'est bien évidemment ce qu'on a tous dit, c'est s'adapter à la personne qui est en face. Mais attention, j'entends beaucoup de trucs sur la vente émotionnelle, comme s'il fallait, vente émotionnelle, être une espèce de magicien qui fait apparaître un truc extraordinaire, être forcément dans une empathie incroyable. Moi, je connais des super bons commerciaux qui sont froids comme la glace, mais ils apportent. J'en ai un, ce qui était quand j'étais directeur commercial, qui m'a marqué à jamais. Voilà, il faisait des entretiens de vente en 3 minutes chrono. Voilà, c'était hyper factuel. Il disait juste ce qu'il fallait dire. Il tendait le bon de commande. Il y avait une objection et c'était emballé. Et il y avait aucune émotion, ni de sa part, ni de la part du client. Voilà, je voulais juste faire ce petit bémol sur l'émotion. Je pense qu'on parlait de 2, on utilise le même mot pour définir 2 choses différentes. D'accord. Tout simplement que pour le moment, comme on se focalise moins sur le produit, il y a plus de temps d'analyser l'autre. Après, c'est à toi d'analyser s'il est plus émotionnel ou plus rationnel, ou s'il est rebelle dans la process communication, ou plutôt empathique, ou, j'ai oublié, paresseux, pas paresseux, mais... Non, pas paresseux, persévérant, rebelle, rêveur, pas paresseux. J'ai revu qu'il y avait une petite catégorie. Bon, il y a longtemps que j'ai vu ça, c'est plutôt la partie émotionnelle, quoi. Et ça élargit le spectre d'analyser l'autre. Et là, je te rejoins. Moi, je connais personnellement un vendeur d'élite qui s'appelle Bruno. Mais ce mec est tout sauf sympathique, quoi. Il n'est pas du tout. Voilà. Et c'est l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer d'un commercial resplendissant, qui va boire un verre, etc. C'est le mec chiant, quoi. Mais par contre, qu'est-ce qu'il gère bien ses projets, quoi. Et, et il fait de l'upselling constamment, parce qu'en fait, avec lui, tout marche, quoi. Et le gars est derrière les projets. Mais par contre, il ne faut pas lui demander d'être sympathique, il ne l'est pas. Il y a une émotion qu'on n'a pas évoquée dans l'émotion dans la vente, l'aspect émotionnel côté vendeur aussi. Parce que c'est 2 personnes, hein, les 2 personnes ont 2 émotions. Et je rebondis sur le côté, le manager commercial a un rôle à jouer.
j'ai vu des commerciaux tellement terrorisés par les objectifs qu'ils n'arrivaient pas à atteindre que ça se sent dans le processus de vente. Ça fait des dégâts incroyables. Parce que comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le prospect en face de nous soit serein d'avancer et ait confiance en l'avenir avec vous si vous avez peur? Ça marche pas. Stress, hein. Et ça, le côté alignement marketing-vente et le côté management, c'est hyper important. C'est-à-dire que quand on est toujours à driver son équipe commerciale en disant de toute façon, les efforts, c'est une justification qui m'intéresse pas, t'as rentré combien de chiffre d'affaires? On finit par pousser nos commerciaux à être dans une espèce de tétanie où tout ce qui compte, c'est combien j'ai rentré de chiffre d'affaires cette semaine. Donc, on les empêche de prendre du recul, on les empêche de se rassurer sur leur capacité à atteindre justement ces objectifs. On met toute une pression énorme sur eux et ça se sentira dans la vente. Et donc, l'émotion, on en parle souvent à Gabriel sur le côté conversationnel de la vente. Il y a deux personnes, on dit et on entend des choses des deux côtés. On gère l'émotion du client, mais il faut aussi gérer l'émotion de son équipe et l'émotion du vendeur. Et si le vendeur est serein, bah, le client le sera. Hein. C'est de l'empathie de base. On en a tous un minimum, même si c'est pas notre driver principal. Et du coup, il y a cet aspect émotionnel qui est important. Et je pense que le fait de savoir qu'on est backé par une super stratégie marketing, qu'on a du contenu pour nous aider, qu'on a une conscience du parcours et qu'on est en terrain connu, ça fait partie des choses qui vont rendre beaucoup plus facile et beaucoup plus serein le commercial. En fait, c'est le niveau de confiance du commercial vis-à-vis de son prospect qui va faire la vente derrière. Il n'y a rien de pire que le stress parce que ça se communique comme de rire. C'est rien. Voilà. Le temps passe et c'est super intéressant, mais je voulais qu'on parle un peu de social selling, justement. On a parlé de comment le parcours d'achat a évolué et comment le commercial intervient sur le parcours d'achat, comment le digital a fait évoluer le parcours d'achat aussi et comment, tu l'as évoqué à plusieurs reprises, comment avec le social selling, connaître ses clients avant il y avait cette idée qu'ils nous connaissent avant, mais c'est à nous de bien travailler en amont pour les connaître aussi avant les rendez-vous. Philippe, si tu veux intervenir là-dessus, puis Alain aussi. Oui, mais je pense qu'il y a deux choses. C'est que tu dois devenir marketing manager de ta propre marque. Donc, c'est vrai que tu dois faire des efforts de personnalisation et d'être reconnu sur ton propre marché. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut en fait détecter avant la concurrence les signaux avant-coureurs, quoi. Et donc là, c'est un travail de gueux. Hein. Moi, je fais ça le matin. En fait, je recoupe les informations que j'ai et à un moment donné, avant concurrence, j'arrive à identifier quelqu'un qui est très très près de moi, quoi, émotionnellement ou rationnellement. Mais là, c'est pas des outils qui vont me le proposer. Hein. Ça, c'est beaucoup de travail d'observation. Moi, je travaille beaucoup. Enfin, comme je publie beaucoup sur mon propre flux d'actualité, en fait, j'identifie, en fait, j'analyse ce que j'appelle l'audience silencieuse. Et donc, ce sont tous des gens qui me suivent, qui jamais se manifestent par un like, un share ou un commentaire. C'est ceux-là, un jour, qui deviennent clients. Et à ce moment-là, quand j'ai une boîte qui, pendant quelques semaines, me suit quand même très, très régulièrement, là, je commence à aller chasser et à trouver les bons contacts et les bons leviers, quoi. Mais il y a un gros travail. Et là, il y a une non-maîtrise de la plupart des commerciaux, d'une part par un non-intéressement à la discipline. Donc, il faut savoir que les gens qui forment au social selling, et j'en fais partie, c'est échec sur échec, donc on n'arrive pas à convaincre les gens. Dernier projet qu'on a gagné, on a formé 68 personnes. Effectivement, il y en a 3% qui le font, hein, sur 68. Et ils ont eu moi je l'ai pas formé, donc je peux le citer, mais ils ont été la crème de la crème pour des gens en formation en social selling, quoi. Et on s'aperçoit de la pratique qu'ils ne le font pas. Et donc c'est vrai que les gens, en fait, ils ont l'outil, mais ils l'utilisent pas, quoi. Quand on leur explique de faire ce travail-là, de perdre 2 heures pour trouver parmi des milliers de contacts le gars qui va vous acheter, oui, après quand vous l'avez, c'est génial parce que vous signez tout de suite, quoi. Vous avez la commande tout de suite, vous avez le rendez-vous. Le gars est emballé de vous voir, il dit « Ah, punaise, j'espérais que vous me trouviez. » Et puis après, vous avez rendez-vous une semaine après, et 6 jours après, vous avez bonne commande. Et ça, c'est un vrai bonheur. Et ça, les gens ne le font pas suffisamment. Et donc, honnêtement, moi, je suis pas encore. J'ai même renoncé à l'aspect formation, tellement ça me désespère. Mais on n'arrive pas, pour l'instant, à former les commerciaux qui mordent. Je ne sais pas si l'expression existe en France, mordre sur sa chic, être tenace et faire ce travail d'orpailleur. Et le marketing peut aider à fournir des leads, fournir des choses, etc. Ça peut arriver. Mais le marketing doit plus aider au commercial, en fait, à devenir une marque forte lui-même. Donc, il doit faire partie du portefeuille de marque à défendre pour les commerciaux,
le travail de travailler des bases de données, de faire des croisements de ce qui se passe sur la toile, ça, c'est leur travail. Ça, ils n'ont pas encore compris. Pour l'instant, ils trouvent tous les prétextes pour aller fidéliser leurs clients, aller voir les clients habituels, pour perdre du temps et pas faire ce boulot-là. Moi, je les enfermerais. Hein. Alors, Je partage. Il y a effectivement dans le social selling plusieurs aspects. Le premier, c'est le marketing de soi. On va pas y revenir, mais chaque commercial fait aujourd'hui se met en scène. Voilà. Et ce boulot-là, il est aujourd'hui indispensable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, un commercial qui irait à un rendez-vous sans préparer et sans savoir qui il va voir, pour moi, est une totale aberration, puisque les outils de social selling vous permettent en quelques clics, d'avoir déjà plein d'infos sur celui qui nous demande quelque chose. Donc, pour moi, ne pas le faire, c'est une faute professionnelle. Voilà. La troisième chose, je rebondis aussi sur ce qui vient d'être dit, c'est que le social selling fonctionne, mais ça fonctionne à moyen ou à long terme. Or, dans la tête du commercial, lui, ce qu'il recherche, c'est quasiment que du court terme. Pourquoi ? Puisque je vous rappelle, puisque en général, il a un manager qui lui dit, si tu emploies une demi-heure de ton temps, faut qu'il y ait un retour sur investissement. Or, le retour sur investissement sur le social selling, il se compte en mois, voire en années. Je connais personne qui s'est lancé sur le social selling qui ait réussi à me dire, moi le premier, à dire putain, au bout de 2 mois, j'avais déjà 25 clients. Ça n'existe pas. Donc, on va travailler le moyen et le long terme. D'où, encore une fois, l'alignement entre le marketing et le commercial me semble à ce moment-là super intelligent. D'abord pour freiner les ardeurs des commerciaux et pour dire aussi aux commerciaux, travailler, ce que moi je continue de dire, travailler intelligemment. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'analyse, et d'arrêter de bosser comme des bourrins. Mais personnellement, je préfère faire tout ce travail d'analyse sur LinkedIn, par exemple, plutôt que de prendre un fichier Excel et de me dire, je dois appeler aujourd'hui 150 mecs et dans les 150, il y en aura peut-être un qui va être intéressé. Voilà. Ça, pour moi, c'est plus un travail, je dirais, intelligent à faire. En tout cas, en cold calling, certainement pas. Voilà. Et en fait, le ratio est même, si ce n'est que la pépite que tu trouves, tu fais 2 heures de calling, tu as un rendez-vous, tu fais 2 heures de travail d'orpailleur, tu n'as pas fait les 200 calls, et tu as une pépite où là, il y a vraiment quelque chose. Parce qu'en général, le rendez-vous qu'il a obtenu, c'est quelqu'un, il a craqué, quoi. C'est le 7e appel qu'il avait, oui, je vais quand même dire oui à quelqu'un, quoi. Mais en fait, il n'a aucun besoin. Et c'est beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus gratifiant pour le commercial, qui a fait ça et qui, à ce moment-là, pendant 2 heures, a utilisé son cerveau. Oui, vraiment. Voilà. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, un commercial, il est sur le terrain, donc, il est le mieux placé pour détecter les signaux avant-coureurs. Un marketing ne peut pas le faire, en fait. Il est dans le process, dans la définition des produits, il n'est pas sur le terrain. On ne peut pas reprocher ça au marketing, ne pas fournir des lignes de qualité, ce n'est pas son job. Philippe, la parole à Hervé. Oui, mais le social selling redonne de la force au commercial par rapport au marketing. Et on revient à l'élément de base la force du commercial, c'est son réseau. Et savoir que le cultiver et de l'étendre. Avec une difficulté d'ailleurs avec LinkedIn, c'est par rapport à l'entreprise, de savoir que c'est en fin de compte, le commercial développe son propre réseau et sa propre image et comment on continue alors que les directeurs commerciaux voulaient tout contrôler par rapport à ces éléments-là. Mais ça redonne de la force. Et pourquoi on est prêt souvent à payer cher des commerciaux, c'est parce qu'ils ont un réseau et et dans le contexte du moment aussi tous les numéros de téléphone qui vont bien et que Dieu sait qu'avec le Covid ou le télétravail, à un moment donné, d'avoir les numéros de téléphone portable, ça peut être quand même fondamental pour pouvoir contacter certaines personnes. Et pour une entreprise qui n'est pas sur un marché, embaucher un commercial qui a un réseau, ça, c'est aussi un moyen pour pouvoir gagner énormément de temps pour pouvoir proposer son offre d'une manière rapide. Et ça, on ne le remplace pas. Il y a aussi peut-être un alignement par rapport aux directions. C'est-à-dire que nous, quand on forme les gens au social selling, on leur annonce que ça prend 6 mois, 3 mois. Quoi. Mais après, eux, ils sont analysés semaine par semaine, parfois mois par mois, ou mieux par un trimestre. Quoi. Et donc, vous leur expliquez qu'il faut travailler sur le long terme, alors que eux, en fait, leur place dépend du travail sur le résultat immédiat. Quoi.
ça. Il y a vraiment un déphasage complet entre le message que l'on porte par rapport sur le terrain et on n'est pas du tout validé ou supporté par la direction générale. Nicolas, si tu as des choses à dire sur ce qu'on vient de dire, et sinon après d'introduire un peu les idées sur lesquelles on réfléchit en termes de méthodologie basée sur le parcours d'achat en support des commerciaux. Ouais, juste sur le social selling, je suis content parce qu'on a quand même évoqué la bonne manière de le faire en se donnant du temps, en apportant de la valeur, en faisant un travail de réflexion, parce qu'il y a quelque chose qui doit lutter, qui doit pas mal vous gêner dans vos formations, c'est qu'on voit quand même beaucoup de promesses type tiens, t'installes le plugin, tu vas inviter d'un coup 4000 relations et puis voilà, tu auras un réseau incroyable. Donc non, c'est pas ça le social selling, hein, c'est pas inviter 4000 personnes et leur envoyer une plaquette derrière. Et s'il vous plaît, arrêtez de nous envoyer des plaquettes. Vraiment, c'est un enfer. Donc voilà, enfin, totalement aligné là-dessus sur cette vision du social selling. Et puis pour l'introduction du sujet suivant, l'idée c'est que aujourd'hui, dans la manière dont on aborde beaucoup la vente, on la restreint de fait à la relation commerciale entre le moment où la personne a émis un besoin et le moment où on va closer. Et en fait, toutes les méthodes commerciales d'ailleurs parlent de ça. On parle de la qualification en rendez-vous, on parle de comment est-ce qu'on va avancer, puis on parle du closing, ok. Mais du coup, ça veut dire qu'on a accepté que les commerciaux, de manière structurelle, se sont sortis des 2/3 du parcours client. Et je trouve que le social selling, c'est une des manières où on a réussi un peu à décloisonner ça, en donnant les moyens aux commerciaux d'aller beaucoup plus en amont dans le parcours client. Et finalement, les choses sur lesquelles on réfléchit et on échange beaucoup avec Gabriel en ce moment, c'est comment est-ce qu'on pourrait trouver une méthodologie claire pour faire en sorte que les commerciaux s'impliquent du début jusqu'à la fin du parcours client, et bien du début jusqu'à la fin, et pas au moment où il a décidé d'appeler des prestataires, parce que globalement, ce moment-là, il est très tard aujourd'hui dans le parcours client, il est vraiment extrêmement tard, et si on n'est pas du tout conscient de toute cette phase amont, si on n'a pas une vision claire de toutes les alternatives qui sont présentées pour notre prospect avant d'en arriver à nous, on va se tromper de conversation avec lui, on va passer complètement à côté du sujet et on réduit beaucoup nos chances de travailler avec lui parce que cette tendance, elle va pas diminuer. On va avoir de plus en plus de proportions du parcours client qui se fait avant de parler au commercial. Donc, tant qu'on cantonnera la fonction commerciale à cette fonction de closing quasiment, on risque d'avoir un petit souci avec des commerciaux qui sont en déphasage de fait avec leurs clients. Et donc pour rentrer un peu plus, j'aime bien la façon dont tu le présentes. Moi j'ai une conviction que ce travail sur le Canva, sur la formalisation du parcours d'achat qu'on fait en commun dans l'Acquisition Strategy Design pour faire les plans marketing et les plans d'acquisition a du sens aussi pour donner une vraie boîte à outils aux commerciaux, leur permettant de bien qualifier les clients pour identifier dans quelle étape ils sont, et donc d'avoir la clé pour comprendre les parcours, identifier où ils sont, et leur donner après les bons outils, les bonnes conversations, les bonnes informations qu'ils doivent récupérer et les bonnes informations qu'ils doivent transmettre pour permettre au commercial de prendre son client par la main et de l'amener à l'étape suivante. Et puis, voir avec lui les choix, et ces étapes vont avoir des embranchements, contrairement à l'Acquisition Strategy Design, et construire main dans la main avec le client le parcours et la progression dans le parcours. Dans un webinaire précédent, on disait que le commercial était un totem, était un guide. C'est devenir ce guide et avoir ces outils de support pour être le meilleur guide et avoir à chaque étape les bonnes infos, les bons éléments de conversation, de storytelling, etc. Mais c'est work in progress et ça nous donnera l'occasion
d'en discuter dans des prochains webinaires, dans des prochaines tables rondes et dans des prochains livres. On arrive à la conclusion de cette journée. Je vais faire un peu de promo avant le tour de table finale et de vous laisser conclure. Pour dire que le livre est sorti aujourd'hui, vous le retrouverez sur Amazon. On m'a dit là dans un mail que c'était le lien qu'on mettait en avant. C'est vrai que c'est notre boutique, mais vous le retrouverez dans n'importe quelle librairie. Donc vous pouvez demander, le commander auprès de votre librairie, aller sur la Fnac, aller sur la librairie.fr. Jérémy, si t'es là, si tu peux mettre le lien, pour l'avoir en click and collect dans votre librairie en bas de chez vous. Il est dans le circuit de distribution classique du livre qui malheureusement en ce moment est frappé par les fermetures administratives de la Covid. Donc il y a ce livre, il y a aussi la formation qu'on est en train de, enfin que j'ai quasiment fini de tourner, mais qui n'a pas été encore mise en ligne, mais pour lequel on a une offre de lancement à moins 50% en ce moment. Donc c'est le moment d'en profiter, où on a 8 heures de vidéos associées à la lecture commentée du livre pour comprendre plus en détail chaque partie et avec mon regard, l'analyse du livre, etc. Ça c'est, je vous invite, si vous êtes intéressé par la méthode, à profiter de cette offre. Il y a aussi, j'en ai parlé précédemment, mais Eric, ici présent, qui fait une formation business take-off qui est intéressante pour les solo-entrepreneurs, pour les porteurs de projets, les chefs de petites entreprises. C'est une formation très complète en groupe de 5 ou 6 entrepreneurs pour travailler sur l'ensemble des éléments de votre stratégie, le business model Canva, la value proposition et l'acquisition. Ça, c'est intéressant si vous voulez challenger votre propre stratégie. Et puis, il y a encore la Learning Expedition. Ça, c'est un truc qu'on lance avec le Covid, qui est de rencontrer dans un voyage immobile en visio, possible avec le Covid, de rencontrer les leaders, les experts du marketing, de la com et de la vente qui vous intéressent. Donc, dites-nous qui vous voulez rencontrer et on essaye d'organiser cette Learning Expedition. Classez-les. Vous avez la page de présentation de la Learning Expedition qui s'affiche. Ce sera l'occasion pendant cette année où on est un peu coincé de faire des belles rencontres et d'apprendre plein de belles choses. Voilà pour les instants promo. Merci à tous d'avoir participé à cette journée, à ces 4 webinaires, à ces 4 tables rondes. C'était passionnant. Et puis je vous laisse chacun conclure. Qui veut commencer par conclure? Dites-moi, l'un de vous 5, il faut qu'il y en ait un qui se jette à l'eau. Ouais. Et alors Bon. D'abord, directeur commercial. Non, mais voilà, on sait bien tous que. Du coup, on a été 2. Allez, vas-y, Nicolas. C'est que du coup, c'est important l'objet de cette table ronde de rappeler que oui, la vente ça fait partie de l'acquisition, que siloter comme on peut le voir sur certaines tendances, c'est pas toujours la meilleure des solutions et que le métier a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il vaut mieux que vous ayez des commerciaux qui sont finalement des experts en résolution de problèmes, la résolution de problèmes de votre prospect, de votre cible, plutôt que des experts en votre solution. En fait, votre solution fait que partie de la résolution de problème et c'est ça qui est le plus important si on veut vraiment maîtriser sa vente et closer plus facilement. Hervé ? Oui, simplement dire que pour moi qui suis plutôt un directeur commercial, que l'acquisition de stratégie design, ce n'est pas un truc du marketing. C'est une méthodologie qui peut rendre de grands services aux équipes de vente, avec la nécessité en 2020 de s'adapter. Rigueur, process, agilité sont compatibles avec une bonne méthodologie et faire en sorte qu'il reste une cohérence entre les discours à un moment donné où on est obligé de s'adapter et qu'on a un bon outil pour pouvoir faire en sorte que le marketing et la vente travaillent ensemble et que si l'alignement vous intéresse, ce sont des sujets qu'on est en train de travailler avec Gabriel pour voir comment on peut casser cette guerre historique qui existe entre 2 équipes qui devraient travailler ensemble. Merci Hervé. Alain ? Déjà, merci Gabriel pour cette invitation. Merci aux autres débatteurs. J'espère que ça a intéressé tous ceux qui
qui visionnent en ce moment le webinaire. Juste une chose, pour ceux qui ont des commerciaux, faites appel à leur intelligence. Voilà. Ça changera. Et je trouve que ce que tu es en train de montrer, c'est de faire appel aussi à l'intelligence des commerciaux qui en ont à revendre dès lors qu'on leur demande à un moment de s'asseoir à une table. C'est un métier passionnant. L'intelligence, c'est l'art de s'adapter. Ils ont plein de choses à dire. Donc effectivement, si on arrive à mettre à la même table marketing et commercial, il y aura que du plus pour eux et pour l'entreprise et pour l'activité. Eric ? Oui, mais en tout cas, merci Alain et merci à toi Gabriel pour l'invitation. Moi, ce qui me frappe le plus par rapport à la démarche globale de l'acquisition stratégie design, c'est vraiment de travailler sur cet alignement, mais plus encore, c'est vraiment dans cette forme de création de valeur, de pouvoir améliorer encore son process et sa façon d'aborder la relation commerciale, et surtout dans une logique où, en fin de compte, grâce à cet outil, on n'est plus dans tout simplement à vendre un prix, mais vraiment de créer de la valeur et vendre de la valeur. Et ça, c'est vraiment fondamental dans le process d'aujourd'hui, c'est de pouvoir aller parcourir plutôt l'océan bleu que l'océan rouge aussi, c'est d'aller chercher les zones les plus tranquilles. Je pense d'ailleurs une petite pensée au Vendée Globe qui est en cours, là, qui est parti là, depuis dimanche. Philippe ? Oui, mais merci Gabriel. Également, rebondir sur la notion d'intelligence, faire confiance à l'intelligence des commerciaux, mais également tenir compte que les boss aussi deviennent plus intelligents et ils ont compris en fait qu'il faut jouer sur l'authenticité. Il y a beaucoup moins de freins par rapport à il y a 3 ans. Et donc maintenant, les commerciaux ont quand même beaucoup plus de liberté pour vraiment s'exprimer, d'être eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Et donc voilà, maintenant ça, c'est un truc qui existe beaucoup moins par rapport à il y a 3 ans. Et donc c'est la meilleure des bonnes nouvelles. Et donc il semblerait que tout le monde devient plus intelligent au bon moment. Merci à tous les 6, merci à tous ceux qui ont suivi ce webinaire en direct et tous ceux qui vont le suivre en replay parce qu'il y a eu beaucoup de demandes sur les replays aussi. Donc tous les liens vous seront transmis. C'est le week-end, tant mieux. J'ai entendu une ambulance passer derrière l'un et puis derrière chez moi et chez vous. Alors j'espère que ce sera un week-end en bonne santé. Confiné. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. N'hésitez pas à me faire vos commentaires et à nous faire vos commentaires sur le livre pour tous ceux qui l'ont commandé, qui l'ont reçu, qui vont le lire, à le partager sur les réseaux sociaux si votre lecture vous a plu. On a besoin de vous pour réussir ce lancement, pour utiliser cette méthode et pour essayer d'avoir des entreprises plus intelligentes, comme dirait IBM, avec des patrons, des commerciaux, des marketeurs intelligents et des gens qui ont plaisir, c'est important aussi au-delà de l'intelligence, qui ont plaisir à travailler, à vendre, à marketer, à acquérir de nouveaux clients, à satisfaire leurs clients. Merci beaucoup et très bon week-end et à très vite. À bientôt. Très vite, au revoir. Bon week-end. Bon week-end. Bye bye. Bye bye.